Bonjour, je voudrais vous parler aujourd'hui d'un dessin que vous connaissez certainement et qui s'appelle L'homme de Vitruve. Il s'agit d'un dessin à la plume, à l'encre et au lavis qui a été réalisé par Léonard de Vinci vers 1492. Peut-être connaissez-vous ce dessin à cause du roman à succès Da Vinci Code et du film qui en a été tiré. Mais ce dessin est à la fois beaucoup moins mystérieux et beaucoup plus important que dans Da Vinci Code. Il est la représentation, en effet, de principes décrits par Vitruve, qui était un architecte romain du 1er siècle après Jésus-Christ. Mais pour commencer, revenons à Léonard de Vinci. Léonard de Vinci, né en 1452 et mort en 1519, est un des plus grands artistes de la Renaissance. On le connaît en particulier pour certains de ses tableaux. La Joconde, bien sûr, qui est exposée au musée du Louvre, ou encore la Scène voulant dire le dernier repas du Christ. C'est une fresque qui se trouve sur un mur de la basilique Santa Maria delle Grazie à Milan, en Italie. Léonard de Vinci est donc un grand artiste, mais ce n'est pas tout. Il faut aussi retenir que Léonard de Vinci était également un scientifique. On lui doit de très nombreux projets technologiques, comme le char d'assaut, l'hélicoptère ou encore la bicyclette. Léonard de Vinci a aussi longuement étudié le corps humain, non seulement en dessinant ses modèles, mais aussi en pratiquant de nombreuses dissections. Quant à Vitruve, on sait beaucoup moins de choses sur sa vie. On sait que sa réputation d'architecte de son vivant était immense, puisqu'elle a traversé les siècles. En revanche, et c'est assez paradoxal s'agissant d'un architecte, aucun bâtiment construit par lui ne nous est parvenu. Heureusement, ce qui nous reste, c'est son traité De Architectura, donc de l'architecture. Ce traité a survécu grâce aux moines copistes. Dès la fin du Moyen-Âge, De Architectura est connu des savants, mais il n'exerce pas d'influence sur l'architecture à ce moment-là. C'est seulement à la Renaissance qu'il devient une référence, en particulier grâce à une édition publiée en 1490 en italien et illustrée. À partir de ce moment-là, Vitruve et les principes qu'il décrit sont la source principale d'inspiration d'architectes, comme Palladio par exemple, né en 1508 et mort en 1580. On peut trouver l'influence de Vitruve dans le travail de Palladio, dans la basilique San Giorgio Maggiore de Venise par exemple, ou dans de nombreuses villas que Palladio a construites dans la campagne de Vénétie, comme celle-ci que l'on surnomme la Rotonda, à cause de la coupole qui la surmonte. Mais quels sont les principes de Vitruve ? Eh bien, tout d'abord, Vitruve démontre que l'architecture est une science, et il la définit ainsi, je cite, « Une science qui embrasse une grande variété d'études et de connaissances. Elle connaît et juge de toutes les productions des autres arts. Elle est le fruit de la pratique et de la théorie. » Et alors, effectivement, pour Vitruve, l'architecte est le scientifique des scientifiques. Il doit en effet avoir des notions de géométrie, puisqu'il doit connaître les formes avec lesquelles il travaille, des notions de mathématiques, parce que l'édifice doit rester stable et donc des calculs spécifiques sont nécessaires, des notions d'anatomie et de médecine ensuite, parce que construire des lieux pour la vie de l'homme implique de connaître les proportions humaines, connaître l'éclairage, connaître l'aération et être attentif à la salubrité des villes et des édifices. Il faut également, pour être un bon architecte, des connaissances en optique et en acoustique. Pour ces deux sciences, il suffit de penser aux besoins qu'on a dans les théâtres, où il faut pouvoir voir les acteurs, mais aussi les entendre. Et d'autant plus à l'époque romaine, où je vous rappelle que les microphones n'existaient pas, les haut-parleurs non plus. L'architecte doit aussi avoir des notions de droit, parce que la construction doit suivre des règles bien précises et répondre aux besoins de celui qui la commande, et ce, durablement. Il doit également, même si ça n'est pas vraiment une science, connaître la théologie, car dans le cas de l'édification des temples, et Dieu sait s'ils étaient nombreux à l'époque antique, ceux-ci devaient être agréables aux dieux. Connaissance en astronomie, ensuite, parce que certains types de bâtiments, et en particulier, encore une fois, les lieux de culte, doivent tenir compte de la position des étoiles. Et enfin,
Vous voyez que c'est un programme qui dépasse largement la terminale S, la météorologie, parce que le climat du lieu de construction de l'édifice est fondamental pour les caractéristiques qu'il doit avoir. Alors bien sûr, il ne faut pas oublier qu'à l'époque de Vitruve, la plupart de ces sciences étaient loin d'avoir atteint le degré de sophistication auquel elles sont aujourd'hui parvenues. Mais la démarche scientifique était déjà la même. La science, c'est ce qui permet d'expliquer le monde en tirant de son observation des règles généralisables. Le dictionnaire Robert définit la science ainsi. Ce que l'on sait pour l'avoir appris, ce que l'on tient pour vrai au sens large, l'ensemble de connaissances, d'études d'une valeur universelle, caractérisées par un domaine et une méthode déterminés, et fondées sur des relations objectives vérifiables. La science s'oppose donc radicalement à l'opinion, ce qu'en grec on appelle la doxa. La science observe, la science démontre, alors que la doxa se contente d'affirmer sur la base de témoignages indirects comme nous en connaissons tous. Il paraît que, on m'a dit que, j'ai entendu que. Dans le cas de l'être humain, Vitruve cherche à démontrer que les proportions de l'être humain peuvent être normées. En termes scientifiques, il établit un standard, un étalon. Et voici comment il le définit. Attention, c'est un petit peu long. La nature a distribué les mesures du corps humain comme ceci. 4 doigts font une paume et 4 paumes font un pied. 6 paumes font un coude. 4 coudes font la hauteur de l'homme. Et 4 coudes font un double pas. Et 24 paumes font un homme. Si vous ouvrez les jambes de façon à abaisser votre hauteur d'un 14e, et si vous étendez vos bras de façon que le bout de vos doigts soit au niveau du sommet de votre tête, prenez des notes, vous devrez savoir que le centre de vos membres étendus sera au nombril et que l'espace entre vos jambes sera un triangle équilatéral. La longueur des bras étendus d'un homme est égale à sa hauteur. Depuis la racine des cheveux jusqu'au bas du menton, il y a un 10e de la hauteur d'un homme. Depuis le bas du menton jusqu'au sommet de la tête, un 8e. Depuis le haut de la poitrine jusqu'au sommet de la tête, un 6e. Depuis le haut de la poitrine jusqu'à la racine de cheveux, un 7e. Depuis les tétons jusqu'au sommet de la tête, un quart de la hauteur de l'homme. La plus grande largeur des épaules est contenue dans le quart d'un homme. Depuis le coude jusqu'au bout de la main, un quart aussi. Depuis le coude jusqu'à l'aisselle, un 8e. La main complète est un 10e de l'homme. Le début des parties génitales est au milieu. Le pied est un 7e de l'homme. Depuis la plante du pied jusqu'en dessous du genou, un quart de l'homme. Depuis sous le genou jusqu'au début des parties génitales, un quart de l'homme. La distance, enfin, du bas du menton au nez et des racines des cheveux aux sourcils est la même, ainsi que l'oreille, un tiers du visage. On comprend mieux pourquoi Léonard de Vinci a préféré faire un dessin, parce que la description est à la fois longue et complexe. Petite remarque en passant quand même, lorsque Vitruve établit ainsi les proportions idéales mathématiques du corps humain, c'est du corps masculin qu'il s'agit, ce qui dit quelque chose sur la place des femmes dans la Rome antique. Mais refermons la parenthèse et posons-nous une question. Pourquoi 15 siècles, 1500 ans après que Vitruve ait énoncé ces proportions, Léonard de Vinci a-t-il éprouvé le besoin de les représenter dans ce dessin? Au premier degré, la réponse est simple. Je vous l'ai déjà dit, Léonard est un scientifique et un artiste. Et le fait que la beauté puisse être définie par des règles géométriques et que l'être humain puisse être décrit par des proportions qui sont elles-mêmes inscrites dans 2 figures géométriques fondamentales qui sont le cercle et le carré, eh bien tout ceci n'a pu que séduire son esprit rationnel. Mais il y a autre chose. Le raisonnement de Vitruve et l'écho que vient en faire par son dessin Léonard de Vinci sont des éléments clés d'une notion beaucoup plus vaste et qui est l'humanisme. Alors quels sont les principes de l'humanisme? Le premier, c'est que l'être humain peut tout comprendre et tout expliquer.
Donc le surnaturel n'existe pas. Ce qui ne veut pas dire que Dieu, au sens des religions antiques ou des religions du livre, n'existe pas. Au contraire, un philosophe comme Descartes, par exemple, consacre la majeure partie de son œuvre à tenter d'en démontrer l'existence. En revanche, l'humanisme nie qu'il y ait une part inexplicable dans l'existence de Dieu, du monde et de l'homme. Et c'est pour cette raison qu'une revendication majeure de l'humanisme est, en Europe en tout cas, la traduction de la Bible dans les langues usuelles. Le deuxième principe de l'humanisme, c'est que l'être humain a pour mission de tout comprendre et de tout expliquer. L'humanisme prend à la lettre la parole selon laquelle Dieu a fait l'homme à son image. Ce n'est pas seulement une question d'apparence, mais de pensée. Dieu a aussi donné à l'homme la faculté de penser par lui-même. Dieu, l'homme et la nature sont donc reliés entre eux par des liens logiques, scientifiques. Et donc, étudier l'homme revient à étudier l'ordre du monde. En cela, l'humanisme rejoint directement la pensée gréco-romaine, qui peut se résumer par cette phrase du poète latin Terence. « Je suis homme, et j'estime que rien de ce qui est humain ne m'est étranger. » Des siècles plus tard, Montaigne fait écho à cette phrase en écrivant dans ses essais « Chaque homme porte la forme entière de l'humaine condition. » Quel est le rapport avec l'homme de Vitruve ? Eh bien, le dessin de Léonard est en quelque sorte l'acte de naissance de l'humanisme. En effet, ce dessin relie lui aussi l'Antiquité à sa propre époque. Et il le fait à un moment décisif de l'histoire. 1492, ça n'est pas seulement la date probable de réalisation de ce dessin, c'est aussi l'année de la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb. C'est l'année que l'on prend généralement comme point de repère pour le début des temps modernes qui succèdent au Moyen-Âge et qui s'achève avec la Révolution française et le début de l'époque contemporaine. Et enfin, ce dessin, il a pour sujet l'homme et l'architecture dont on a vu que Vitruve la considérait comme une sorte de science des sciences. Ainsi, l'homme de Vitruve, et nous arrêterons là, démontre par tous ses aspects que l'humanisme met l'homme au centre du monde, au centre du cercle, au centre du carré, comme sur le dessin, mais aussi au centre de l'architecture. C'est en quelque sorte l'affirmation que l'artiste et le savant ont pour mission de construire des monuments non pas en hommage aux dieux, mais en hommage